Bonjour à tous. Aujourd'hui se tiennent les premières assises pour la féminisation des métiers et des filières du numérique. À cette occasion, des recommandations seront remises aux deux ministres en charge de ce sujet. Les organisations, les associations, mais aussi les entreprises privées qui sont derrière cet événement et qui vont participer également à mettre en avant une campagne de sensibilisation nous parlent d'enjeux socio-économiques majeurs. On en parle donc en ouverture de cette édition. Et ensuite, on va débriefer le reste de l'actualité avec mes commentateurs, plateau au complet aujourd'hui dans Smart Tech. Le rendez-vous, lui, sera l'occasion de faire une petite parenthèse vacances. Je vous présenterai une chaussure de ski qui repose sur un exosquelette. Et puis on terminera cette édition par notre clin d'œil Où va le web. Mais tout de suite, donc féminiser le numérique, c'est l'interview dans Smart Tech. C'est parti pour cette édition Smart Tech qui n'est pas un spécial femme, je précise, mais c'est vrai que exceptionnellement nous sommes en force aujourd'hui. Julie Jacob, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Vous allez débattre des sujets d'actualité avec Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil, et Jean-Émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania. Ce sera pour notre débrief actu. Mais d'abord, on va commencer par, on va dire, la première, la plus chaude actualité du jour, c'est l'arrivée de ces premières assises pour la féminisation des métiers et filières du numérique. Elles vont se dérouler aujourd'hui même au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour Emmanuel Larocque, vous avez fondé l'association Social Builder en 2011. C'est une association qui oriente et forme également les femmes dans les métiers du numérique. Vous êtes partenaire de ces premières assises de la féminisation du numérique. Elles sont organisées par l'association Femmes at Numérique et elles s'accompagnent aussi d'un volet de recommandations qui seront des recommandations qui seront remises donc au ministère du numérique et aussi à la ministre pour l'égalité des chances. Elle s'accompagne également d'une campagne de sensibilisation et je vous propose que l'on découvre un des spots qui passera à l'occasion de cette campagne. Bon, alors pour ceux qui nous suivent en podcast, il y en a beaucoup, je vais préciser qu'on découvre là que 73% des professionnels du numérique sont des hommes. Mais alors là où j'ai tiqué, moi, c'est cette petite phrase qui nous dit « à croire qu'on interdit aux femmes d'exercer ce métier ». Sérieusement ? C'est ce qu'on croit ? Alors, on a voulu, chez Social Builder, pousser l'exercice jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on voit ces chiffres, on se dit, mais qu'est-ce qui prévient l'accès des femmes à ces métiers qui sont passionnants, divers, qui recrutent énormément. Et donc, on s'est dit, accompagné d'une agence formidable qui s'appelle Saatchi, si on pousse l'exercice jusqu'au bout du stéréotype, ça veut dire que potentiellement, ces métiers sont interdits. Donc, on va interpeller. Si on allait jusqu'au bout, qu'est-ce que ça voudrait dire de fermer l'ensemble de ces métiers pour les femmes. Donc on a voulu, à travers cette campagne... Vous voulez dire que c'est un exercice de style pour pousser la réflexion et peut-être pousser les hommes dans leur retranchement. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous voyez ça. Peut-être que moi j'ai un cerveau d'homme, hein, mais ça m'a gêné, moi. Quand on lit développeur, modérateur, si on est une femme, on ne se sent pas concerné. Moi, je souscris tout à fait. Ouais, mais est-ce qu'on insinue qu'on interdirait aux femmes ces métiers du numérique ? C'est une insinuation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, c'est ouvert à tous. Je pense que c'était peut-être pas naturel pendant un temps. Peut-être que les femmes ne se projetaient pas dans l'informatique. Moi, du temps de la S400, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'informatique. Aujourd'hui, ça change. Et c'est juste le temps du changement, d'après moi. Mais je ne vois pas d'interdiction, en tout cas pas chez nous. Mais... Alors, à l'occasion, donc je le disais, de ces premières assises, vous allez remettre une liste de propositions concrètes. Vous nous dites à Jean-Noël Barrot et Isabelle Rome. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ?
Alors, on va y trouver des propositions à la fois sur l'amont, donc tout ce qui va être la formation initiale, tout ce qui va être l'orientation, l'accompagnement des jeunes filles vers les filières scientifiques, techniques, ingénierie et mathématiques, et tout ce qui va relever aussi de l'aval, c'est-à-dire l'employabilité des femmes sur le long terme, la formation continue, l'apprentissage. Et donc, notre intention, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne, puisqu'il faut travailler vraiment en système pour que l'ensemble des choses bougent en même temps et qu'il y ait du résultat. Donc d'abord, le premier sujet que vous allez porter, c'est celui de la formation. Comment inciter davantage de jeunes filles à embrasser ces professions? Exactement, et donc ça passe par bien sûr les acteurs de l'orientation et puis aussi les parents. C'est pour ça on doit arriver maintenant à interpeller le grand public sur ces sujets pour qu'il y ait une prise de conscience plus large, puisque les premiers prescripteurs de l'éducation, ce sont les parents et l'environnement familial. Et en quoi on a besoin du politique sur ces sujets? Alors le politique est une courroie de transmission importante parce qu'elle permet de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'éducation. On doit s'infiltrer dans les classes pour pouvoir parler aux petites filles et aussi aux garçons des sujets de mixité. Et on doit pouvoir aussi dégager des moyens spécifiques parce qu'on sait que s'il n'y a pas d'action proactive vers les filles et les femmes, on n'arrive pas à les embarquer de manière suffisamment importante et dans la durée. Et donc, au-delà aussi de ces recommandations, il y a cette campagne de sensibilisation que je trouve donc assez choc, mais je pense que c'est la volonté aussi, c'est de frapper, marquer les esprits. Elle va s'accompagner là aussi d'actions très concrètes. Vous avez publié des offres d'emploi. Alors, cette campagne, en fait, elle détourne donc les codes de l'interdiction. On a ces petits panneaux où on a sur les réseaux sociaux et dans les gares, dans les métros, on a interpellé en disant attention, ces contenus sont interdits aux femmes. Et ensuite, quand elles dépassent cette interdiction, elles ont accès à un site qui permet de leur donner accès à des fiches métiers qui sont dégenrées et qui sont très accessibles, très pédagogiques, à un chatbot qui s'appelle Adabot, qui est un peu un coach d'orientation vers les métiers du numérique, et puis bien sûr des formations, parce qu'on est tout un écosystème d'acteurs à proposer des formations inclusives aux femmes qui ne demandent pas forcément de prérequis pour aller vers des métiers d'avenir, les métiers du développement, mais pas que, les métiers de la donnée, les métiers du cloud, les métiers de la sécurité. Et Julie Jacob, je vous ai vu aussi réagir en voyant un exemple de campagne. Je voulais réagir parce que c'est vrai que la campagne est choc, et bravo pour ces images, mais il est vrai que quand on parle d'interdiction, est-ce que les hommes interdisent l'accès aux femmes? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi les femmes peut-être qui se l'interdisent. Donc est-ce que l'interdiction, elle n'est pas des deux côtés? Donc finalement, de communiquer, de former, ça c'est une approche très positive que je salue. Comment est-ce qu'on va mesurer la réussite de cette campagne, la réussite de toutes les actions qu'on va mener pour obtenir une égalité, on va dire, professionnelle, hommes-femmes, dans les secteurs, les filières du numérique? Comment ça se mesure? Alors, concernant les assises pour la féminisation des métiers de la filière numérique, notre objectif, c'est bien sûr l'adoption d'un certain nombre de ces propositions et nous espérons des actions concrètes dans la prochaine loi de finances, notamment sur des budgets spécifiques pour la formation, l'accompagnement et la sensibilisation des jeunes filles et des femmes. Concernant cette campagne d'information, nous, on mesure de manière très quantitative combien de personnes se sont intéressées et ont visionné cette vidéo et combien nous ont interpellés pour pouvoir en savoir plus. Et ce qu'on observe, c'est que, pour le coup, choqués à payer, on a eu beaucoup d'interpellations justement des hommes qui se disaient... Ça marche bien, je ne sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux. C'était l'objectif, c'est-à-dire que pour rebondir, personne n'interdit aux femmes d'aller à ces métiers, mais c'est la prédominance des stéréotypes sur ces métiers, les environnements professionnels et l'inaccessibilité aussi des formations qui laisserait penser que en fait, c'est un univers qui n'est pas ouvert aux femmes. Et ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a encore des choses à accompagner. La dernière étude du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France a permis de mettre le doigt sur le fait que presque un quart des femmes de moins de 34 ans n'osent pas franchir la porte du numérique et des métiers fortement masculinisés en raison d'une présomption de sexisme. Donc c'est pour ça qu'on doit un peu déverrouiller les mentalités et que le débat s'installe et que les personnes puissent dire mais attends, mais moi je suis complètement ouvert à cette transformation et les entreprises le sont. Votre association a accompagné plus de 75 000 femmes déjà à aujourd'hui et vous accompagnez aussi les organisations, les entreprises qui veulent travailler ce sujet de l'inclusion, de la mixité. Qu'est-ce que vous leur recommandez ? Alors,
il est très important de travailler sur la partie amont. Donc les entreprises ont aussi un rôle à jouer sur les interventions milieu scolaire, ouvrir les portes de l'entreprise. Elles ont aussi un rôle à jouer sur l'éducation au métier. Un des principaux freins, c'est la méconnaissance des métiers. Ces métiers qui évoluent tellement vite qu'on a du mal à suivre. Mais un des facteurs déterminants, et là pour le coup la dernière étude de McKinsey le montre, c'est l'évolution du milieu professionnel, la culture, faire en sorte de créer les conditions de l'inclusion et puis de valoriser les femmes en interne, de les faire évoluer dans l'organisation et de les retenir, parce qu'on sait qu'en milieu de vie professionnelle, on perd 2 fois plus rapidement les femmes que les hommes dans ces métiers. Donc on a besoin de les garder, c'est pas le tout de les faire entrer, il faut les faire évoluer. Eh ben, ça fait beaucoup de travail, messieurs. Est-ce que je peux poser une petite question ? Allez. Quand on parle de 73% de ces métiers qui sont occupés par des hommes, en sortie d'école, on est à parité ou on est dans ces filières-là à 75% ou 73% hommes ? Alors, dans les métiers purement techniques, on est plus proche de 84% d'hommes. Donc, aujourd'hui, si on arrive à faire remonter un peu les chiffres, c'est grâce à la formation continue et parce que les femmes évoluent aussi sur des métiers, je dirais, non numérisants, mais plutôt des métiers autour de la relation client, des métiers transverses, des métiers de la chefferie de projet. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on doit travailler absolument sur l'amont et sur la formation initiale pour attirer les filles vers ces filières. Très important. Pour se former. Mais pensons qu'il est aussi nécessaire de se former et de former en continu. On sait que tous ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui... Et ça vaut pour tout le monde parce que les métiers évoluent Exactement. de toute façon très vite. Merci beaucoup. Je suis obligée un peu de couper, sinon on n'aura pas le temps de traiter les autres actualités que nous avons aujourd'hui à discuter ensemble. Emmanuelle Larocque de Social Builder, merci beaucoup. C'est l'heure du débrief dans Smart Tech. Mes débatteurs aujourd'hui pour le débrief, Julie Jacob, fondatrice dirigeante de Jacob Avocat, Alain Starot, cofondateur, président d'Artifil, et Jean-Émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania. Invité un peu spécial parce qu'en fait vous faites l'actualité, donc c'est bien, on va démarrer avec vous. Je précise qu'est resté en plateau Emmanuelle Larocque, fondatrice et déléguée générale de Social Builder, avec qui on a parlé de cette actualité du jour qui est la naissance des premières assises pour féminiser les métiers et les filières du numérique. Donc le sujet, la première actu que nous allons traiter ensemble, c'est Pixmania, qui a 1 an. Alors c'est un peu faux, parce que Pixmania, dans les années 2000, c'était déjà un géant du e-commerce en Europe, le 2e derrière Amazon. Et puis, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Voilà. Et puis, revente par les frères Rosenblum à un groupe, Dixon. Et puis, finalement, tout ça s'effrite, la chute. Et vous décidez, donc l'année dernière, de racheter la marque pour la relancer là sous un nouveau jour totalement, en vous disant finalement si on crée une marketplace entièrement dédiée à l'univers du mobile. Donc ça n'existait pas. Est-ce qu'il fallait l'inventer ? Qu'est-ce qui s'est passé là en 1 an ? Oui, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans sur cette année, tellement il s'est passé de choses. Mais effectivement, oui, c'est une société, une marque qui a presque 22 ans, disons. Et le relancement commercial a été fait au mois de mai. Et avec un lancement, on était ensemble à Station F au mois de mars. Ouais. Donc depuis, on avait écrit des choses sur papier, on avait fait un business plan comme d'habitude, et puis tout ne s'est pas passé comme prévu, mais plutôt pour le mieux. Et en fait, on a réussi à mettre en place une offre très innovante. On essaie vraiment de réinventer le commerce avec des composantes qui sont d'actualité, c'est-à-dire de l'économie circulaire, de la fintech, c'est-à-dire du financement pour le client, presque de la location. Finalement, on se détache un peu de la matérialité, ou surtout, on essaie de faire durer un produit. Ça veut dire quoi, le plus presque longtemps de possible. la location Parce qu'en fait, le client chez nous, il achète, mais on lui propose de lui racheter à terme de son crédit le produit. Donc, il en est propriétaire, et c'est une option pour lui de la revente. C'est un petit peu comme dans les voitures. Donc, si je prends un exemple... C'est-à-dire comme un leasing ? Alors, c'est comme un leasing, mais c'est pas, mais c'est vraiment un achat, un crédit, avec une option de revente prédéterminée. Donc, je prends un exemple concret, un iPhone 14 qui vaut 1 000 €. Quand vous l'achetez chez nous, vous voulez le payer en 24 mois. Donc, vous allez payer, au lieu de payer 1000 divisé par 24, on va vous dire, dans 24 mois, on vous le rachète 350 €. Et donc, on va tout de suite vous déduire de votre crédit, c'est 1000 moins 350 divisé par 24. Et maintenant, on est en train de lancer aussi, si vous avez un iPhone 12,
on vous rachète votre iPhone 12 aussi. Donc vous n'avez plus qu'à payer entre l'iPhone 12 et le rachat de l'iPhone 14, peut-être 300-400 euros sur 24 mois. Donc pour 10, 12, 15 euros par mois, vous pouvez toujours acheter le dernier téléphone. J'ai pris un iPhone, ça peut être un Samsung, ça peut être autre chose. Et dans cet univers donc entièrement dédié au mobile, il n'y a pas que le smartphone, il y a tous les accessoires qui vont autour. Donc ce que vous nous dites, c'est créer une nouvelle façon de consommer, d'acheter son smartphone et de consommer l'univers qui va avec. On a un disrupteur professionnel en plateau à l'instant. Qu'en pensez-vous ? J'adore l'idée j'inclus dès le début le prix de la revente. C'est excellent. C'est-à-dire qu'on passe effectivement dans la variabilité totale, on n'est plus dans la possession et dans l'usage, ce qui est une tendance de fond depuis 10-15 ans déjà. Mais là, au moins, c'est concret. Bravo. Et en fait, quand on le récupère, nous, on Ouais. a un laboratoire, on le reconditionne et on le revend, on lui donne une deuxième vie, puis une troisième vie. C'est pas grave de vendre du téléphone neuf, parce que sans le neuf, il n'y a pas le reconditionné. D'accord ? Exact. Mais si un téléphone peut vivre 8 ans, soit il vit 8 ans avec un client, soit il vit 8 ans avec 3 clients. Et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20 euros ou 30 euros par mois. Il y en a qui ont les moyens de mettre 10 ou 15, ou envie seulement de mettre 10 ou 15. Et moi, ça ne me viendrait plus à l'esprit d'acheter pour mes enfants un téléphone qui ne soit pas reconditionné. Et ce qu'on fait pour le téléphone, on a commencé à le faire pour les ordinateurs portables, pour les consoles de jeux, pour tout ce qui tourne et tous les objets connectés, les watches, les AirPods, etc. etc. D'accord. Donc, par rapport au sujet de départ, vous élargissez énormément votre offre. C'est Alors, ça on qui reste a vraiment beaucoup dans la bougé. mobilité, Ouais. mais on intègre cette fonctionnalité de reprise à terme ou de reprise immédiate, ou les deux, sur tous les univers que l'on touche. Donc, si ça rentre dans cet univers, ou dans cette façon de consommer ou de faire, s'il y a une valeur résiduelle suffisante pour avoir une deuxième, une troisième vie. Mais alors Ça rentre dans après, Jean-Émile, quand on parle de marketplace, on parle aussi de partenaires, de réussir à centraliser, je dirais, l'offre mobile. On en est où, là ? Vous avez combien Alors, on a plus de 110 d'entreprises qui vous suivent ? On a plus de 110 partenaires qui sont live sur le site. On a 50 000 produits, 60 000 produits, 90 000 offres en quelques mois. Sur tous ces produits-là. Donc vous allez vraiment tout trouver. Vous voulez une montre connectée, vous allez avoir une offre vraiment très large. Sur les téléphones, n'en parlons pas. Et on a tout ce qui est autour, tous les accessoires autour de ça qui sont présents sur le site. Une réaction, Julie Jacob, sur cette nouvelle façon de vendre et d'acheter ? Je trouve que c'est remarquable parce que ça rentre dans l'économie responsable. On a du recyclage, on a automatiquement une consommation plus durable, plus éthique. Donc, je salue cette initiative. Ça doit compliquer peut-être la rédaction des contrats, non ? Je dirais que l'enjeu sur votre activité, c'est évidemment de vider l'ensemble des devices de leurs données. Ce que, évidemment, vous faites. Et donc, tout le sujet du Je pensais, moi, au RGPD, contrat juridique aussi, d'achat, vente, engagement sur le prix de reprise à la fin. Il est clair que là, il y a créatif, plusieurs là, non ? propriétés. Ouais. Donc, du coup, les contrats doivent être un peu plus créatifs et prévoir des reventes avec des garanties spécifiques. Allez, on enchaîne avec notre grande actualité à tous. C'est autour de ChatGPT, forcément. Donc, ChatGPT annoncé dans la suite Office de Microsoft sont des informations récentes publiées par The Verge, le média américain, le 10 février, qui nous dit qu'il y a une démonstration déjà qui a été faite de l'utilisation de ChatGPT dans Word, toute la suite bureautique Office. Ce serait planifié pour très bientôt. On parle du mois de mars. Est-ce qu'on est là dans la folie ChatGPT ? Ça y est, maintenant on va en trouver partout, on en met partout, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert finalement. Je ne dirais pas ça. Moi, je vois deux trucs intéressants dans ce mouvement de Microsoft. Le premier, Microsoft l'a déjà démontré. Ils faisaient un explorateur, ils ont se mis à faire une suite Office. Explorateur est devenu l'annexe de la suite Office. Ils ont investi 10 milliards dans OpenAI, au moins. Et donc, tout se passe comme si OpenAI va prendre le lead sur leur suite Office. Donc, eux, ils migrent en fonction des évolutions technologiques. Donc ça, c'est côté Microsoft et je trouve ça très pertinent. Après, côté ChatGPT, côté usage, on s'est beaucoup arrêté sur le fait qu'effectivement, on ne va plus interroger les moteurs de recherche de la même manière. On n'a plus des listes qui viennent, on a des textes, donc on a des associations d'idées qui ne sont pas faites par nous. Et donc, on les reçoit. C'est quoi Word ? C'est un outil de productivité personnelle. Mais si Word écrit à votre place, elle est où votre productivité personnelle ? Donc là, j'ai un vrai sujet de fond.
Ça dépend ce que vous faites avec Word aussi. Mais non, mais regarde, il y avait le 14 février, vous voyez partout dans la mairie de Paris des petits mots, des petits poèmes d'amour. Ah oui, mais vous les demandez à ChatGPT maintenant. Et donc, Quel dommage. vous allez tomber amoureuse d'un ChatGPT, vous vous rendez compte? Mon fils pourra plus participer au concours. Mais c'est Sur ChatGPT, vous êtes plutôt emballé ou sceptique? Moi, je suis très emballée avec des réserves juridiques, Oui. puisqu'on passe de l'IA analytique à l'IA générative, et finalement, c'est dans plein de domaines, hein. Le son, les visuels, la voix, la musique, le droit. le droit. Et Ouais. le droit, heureusement, se prépare en amont, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller sur une IA éthique et transparente, parce qu'il y a plein de problèmes de fake news et aussi de contrefaçon. Parce que les textes ou les contenus qui sont créés par ChatGPT peuvent être des contrefaçons de contenus existants. Heureusement, il y a Parce des qu'ils ne sont pas créés, logiciels- ils ne sortent pas de nulle part. Ils sortent du deep Ils learning. utilisent leurs sources. Voilà, Ouais. de l'IA qui est générée par du deep learning, mais ça peut être aussi de la contrefaçon, de l'atteinte à des droits d'auteur, à du droit à l'image. Donc heureusement, le règlement communautaire qui est porté par Thierry Breton arrive, et on espère qu'on aura une IA éthique. Il va et falloir qu'il juridiquement. s'ajuste bien à la nouvelle donne, hein, parce que c'est en train de tout bousculer. Jean-Émile, vous y pensez ça, de l'IA générative dans Pixmania? Ah bon. Ça peut vous aider? Alors, on peut pas Parce que y penser, c'est une obligation. En fait, c'est exceptionnel. Il faut juste le cadrer. Il faut cadrer l'intégrité des données, en fait, parce que dire, au lieu d'aller taper sur Google ou sur un moteur de recherche et avoir la réponse, la demander et la voir, de façon... ça ne change pas grand-chose au final. On va chercher. Ça change quand même parce Ça que change parce que le moteur de recherche, il nous annonce une suite de sources dans lesquelles on il y a sait déjà énormément d'AI. où on dans la va et réponse. on sait quoi trouver. C'est Là, l'étape c'est d'après. une sorte de magma finalement, hein. Oui, mais enfin... moi- Après, ChatGPT, ça peut vous permettre de créer des outils du code, en fait. Hein, c'est surtout du conversationnel, Du chatbot. de la réponse. du SAV, ouais. Ouais, aujourd'hui, on est déjà sur des chatbots qui répondent en AI. Bon, là, ça va un peu plus loin, Ouais. mais ça existe déjà. C'est juste pour moi l'intégrité de la data. Et c'est ça, il faut parce qu'il y a tellement de fake news, il y a tellement déjà Wikipédia, parce que je pense que c'est une des sources de ChatGPT, une parmi d'autres. C'est pas toujours, accurate. Enfin, bon, donc c'est ça pour moi qui va être très important. C'est où est-ce que l'AI ou le ChatGPT peut aller chercher la data. Oui, juste un mot. Moi, j'espère qu'on sera dans une IA transparente, et quand on utilise du ChatGPT, il faudra le sourcer. Ouais. Bah pour l'instant, on en est loin. Hein, parce qu'on n'est pas du tout dans cette transparence. On est dans la découverte. Là. On est dans Le la gadget. découverte. Autre sujet, c'est l'assurance auto Tesla. Qui arriverait en Europe. Là aussi, ce serait assez imminent. C'est une offre d'emploi sur LinkedIn pour un poste de conseiller juridique chez Tesla Insurance Europe, qui a été une info qui a été repérée par 01net.com. C'est votre dada, l'automobile. Alain, est-ce que les assureurs vont trembler là face à l'arrivée d'un Tesla c'est en un Europe? C'est un sujet majeur. En fait, l'assurance, elle est censée mutualiser le risque. Chez Tesla, on fait le contraire. Si vous êtes un très bon conducteur, vous paierez moins. Si vous êtes un mauvais conducteur, vous paierez plus. Donc le risque n'est plus mutualisé. À la fin du fin, quelqu'un qui n'a jamais d'accident passe une assurance zéro. C'est déjà quand même un peu comme ça. Hein. Oui, mais Ça pour l'instant, s'ajuste. c'est très encadré. Ouais. Là, vous avez un bonus, vous avez un malus, avec un maximum, avec un minimum. Et quand vous êtes trop mauvais conducteur, vous avez des assurances qui doivent vous assurer. Là, on fait sauter la borne, mais c'est une évolution naturelle, sauf qu'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, mais la réglementation Tesla est là propose pour une encadrer. assurance utilisant le comportement de conduite en temps réel. On ne va pas changer de la prime en temps réel, mais ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui donne beaucoup de coups de frein brusques, il a plus de chances de se faire emplafonner par l'arrière que quelqu'un qui conduit smooth, qui prend jamais de virage à grande vitesse, etc. En plus, vous avez ça sur la météo. Quand il pleut, il conduit plus doucement. Bref, c'est ce qu'on peut tirer du comportement de quelqu'un en mesurant tout ce qui se passe dans une voiture comme une Tesla qui est totalement connectée est extraordinaire. En termes de connaissance de la vie privée, même pas de la vie privée, de la personnalité. C'est énorme. Et quand ça touche l'assurance, vous faites sauter un verrou. Est-ce qu'on a mis qu'il dans va notre pouvoir société. appliquer justement les mêmes choses qu'il applique aux États-Unis en Europe?
Plus compliqué en effet, parce qu'en Europe, on a le RGPD qui, au niveau communautaire, protège la vie privée. Et là, typiquement, dans cette affaire Tesla, on est dans le sujet du scoring, du profilage. Et dès lors qu'on est scoré et qu'on peut être exclu d'une assurance ou exclure d'un bail ou d'un crédit, eh bien, la CNIL va arriver et interdire ce genre de pratique dès lors que ça exclut d'un droit nécessaire. Elle interdit ou il faut juste que ce soit justifié? En fait, tout dépend de l'atteinte à la vie privée. Si jamais la prime est plus élevée, on va dire qu'il y a une sorte d'équilibre. Mais s'il y a une exclusion d'un droit, un bénéfice, d'un contrat, d'un crédit, d'un bail ou d'une assurance, là, la CNIL va interdire ce genre de pratique. On joue sur les mots parce que une prime très très élevée, de fait, elle est exclusive, enfin, excluante. Exactement. De fait, Ouais. voilà, ça pose un problème de fond, à mon avis, sur comment, au moins en Europe, on a construit le monde de l'assurance. On a toujours Elon Musk qui donne du fil à retordre à nos réglementations. Vous avez un pied aussi en Israël, à Tel Aviv. Que ça se passe comment au niveau des assureurs? Il y a déjà ce type de pratique? Alors, on est sur du bonus-malus. Ouais, classique. C'est très très proche de ce qui se passe en France à aujourd'hui. D'accord. Sur la partie assurantielle. Et comment va la French Tech à Tel Aviv d'ailleurs? Parce que vous faites partie du board là-bas. Voilà, alors je suis président de la French Tech de Tel Aviv. Pardon. On a été renouvelé là, ils ont relabellisé French Tech Tel Aviv la semaine dernière, je crois d'ailleurs. Parce que ici, la French Tech souffre un peu de la crise, mais moins qu'ailleurs, moins qu'aux États-Unis. Comment ça se passe Alors nous, c'est pas tellement. Enfin, en la French Israël, Tech. Est-ce qu'on est à l'abri de la crise aussi? Alors, il y a la French Tech et il y a la tech en Israël. La French Tech a pour mission de faire rayonner la tech française à l'international et de donner envie aux sociétés, par exemple israéliennes, de venir s'installer en France pour de la R&D, pour du commerce, etc. Donc ça se porte très bien. On a une très belle communauté et quand on fait des événements, on est tout de suite sur souscrit. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'a été fait avec la French Tech sur les 10 dernières années est très, très bénéfique pour l'image de la France et de la tech en général en France. Donc ça, moi, je souscris. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais partie. Après, est-ce que la tech souffre en Israël? Est-ce qu'on commence à voir les conséquences de tout ce qui a été annoncé par les GAFAM et autres en termes de suppression d'emplois? Les licenciements, le coup de frein aussi du côté des investisseurs? Voilà, c'est très clair que oui. Ouais. Sur l'année globale, l'année dernière, les levées de fonds en Israël ont baissé de, je crois, 35 ou 40%, mais c'était encore positif sur le premier semestre et très négatif sur le deuxième, avec un moins 85% sur le quatrième trimestre de niveau de levée de fonds. C'était très très violent, mais un peu comme partout, un peu moins en France. Un peu moins en France, oui. Donc, mais donc ça a des conséquences. Tout le monde resserre les budgets. Ceux qui arrivent à court de cash licencient. Il y a une baisse des salaires. Donc voilà, il commence à y avoir de la tension. Et la vie est chère en Israël avec un peu moins de filets de protection qu'en France. Donc il faut réussir quand on a perdu un job qui était probablement un petit peu trop élevé en salaire parce que c'était la folie sur les dernières années. La partie psychologique d'accepter de retrouver un job 30-40% moins élevé en salaire, il faut passer ça. Et je pense qu'il va y avoir un petit peu pas mal de psychologie à avoir et de psychologues à voir pour certaines personnes, ce qui n'est pas grave. Hein. Mais est-ce qu'il y avait une bulle aussi Oui, très certainement. Quand il y a eu des valorisations aussi folles, quand tout était tourné sur la croissance, ça a permis d'avoir des boîtes extraordinaires d'exister. Mais il y a forcément des excès. Il y a eu des excès extrêmement forts, mais partout. Israël est l'antichambre de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Donc, toutes les GAFAM rachètent les pousses dès qu'elles passaient les licornes, ou des cacornes là-bas, il y en avait quand même quelques-unes, mais elles étaient rachetées par les GAFAM. Donc, c'est très lié. Allez, on termine avec le débrief de l'actu. C'est aussi ça. On a TikTok qui est prêt à ouvrir son code. Alain? Oui, enfin, comment dire, ça me fait sourire. Je vois heureusement, les politiques américains ne sont pas dupes. Ouais. Mais ça, c'est impossible. Vous savez bien, je parle à toutes les personnes qui connaissent un peu le code. On ne peut pas auditer un code, surtout quand il est partiel et surtout quand on peut le rechanger en ligne juste après. Donc, la question de l'audit des algorithmes, c'est central aujourd'hui. Absolument, mais en plus, donc TikTok, je ne veux pas faire de jouer au grand méchant, mais
TikTok, entreprise chinoise, c'est comme Tuya, entreprise chinoise qui fait un écosystème IoT dans lequel tout le monde se précipite, mais sans comprendre que derrière le savoir, la connaissance, l'espionnage va en Chine. Voilà, donc moi je suis effaré. Julie Jacob. Effaré également, d'autant plus que les données de TikTok sont soit à Singapour, soit aux États-Unis. Oui. Heureusement, en Europe, on résiste. On a adopté un code de bonne pratique sur la transparence des algorithmes des GAMAM. Donc, il faut espérer que TikTok joue le jeu. On attend le DSA avec impatience et le DMA qui vont prononcer quand même des sanctions lourdes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut espérer que tous ces grands acteurs rentrent dans le cadre réglementaire européen. Bah, je ne comprends pas, Google est interdit en Chine. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? Oui, après, les Américains trouvent d'autres façons de faire. D'autres façons que d'interdire l'usage, c'est d'en prendre totalement le contrôle. Oui, pourquoi pas? Mais totalement le contrôle, c'est pas fait. Enfin, TikTok reste chinois. Merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de ce débrief de l'actu, mais Smartech continue. Merci Julie Jacob de Jacob Avocat, Alain Staron, Artifil, Jean-Émile Rosenblum, Pixmania et Emmanuel Larocque de Social Builder. Merci à vous tous. On se retrouve juste après la pause. Je vais vous parler d'une super chaussure de ski. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique, les technologies. Et aujourd'hui, je propose une parenthèse. Si vous partez au ski, cette innovation va forcément vous intéresser. Si vous n'y allez plus, ça va aussi vous intéresser parce qu'enfin, il va y avoir une chaussure de ski peut-être agréable à porter. C'est notre sujet aujourd'hui avec Hervé Fredouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Zufo, qui est un concept de chaussures de ski breveté basé sur le modèle d'un exosquelette. C'est comme ça que j'ai annoncé cette petite surprise que nous avons en plateau. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà la chaussure de ski du futur que vous nous présentez. Ça, c'est le prototype numéro 2. Il y aura prototype numéro 3 et 4 avant la commercialisation. Mais oui, en gros, ça ressemble à ça. C'est en cours de développement, oui. Et alors donc ce qu'on voit dans cette chaussure de ski, je ne sais pas si c'est évident à l'image, mais c'est une chaussure de ski souple. Oui, alors on est parti du constat que la chaussure de ski actuelle, la technologie actuelle n'est pas confortable. La raison, c'est que elle est basée sur des coques rigides. Et une coque rigide, ça ne c'est pas adapté à la morphologie humaine. Ça, je vous le confirme. Voilà, on a tous des morphologies complètement différentes au niveau du pied et la coque rigide n'est pas faite pour ça. Donc on est parti d'une feuille blanche, pas de coque rigide. En revanche, la fonction principale d'une chaussure de ski, c'est de transmettre des efforts. Qui dit transmission d'efforts, dit mécanique. Et donc pour faire cette transmission d'efforts, on a un système mécanique qui est un exosquelette. Voilà, et donc l'exosquelette, en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est cette partie-là, à l'arrière et sur les côtés. Oui. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui bouge, d'articulé, c'est ça? Ça va suivre le mouvement du skieur? Articulé, c'est ça, oui. Et en fait, le mécanisme est fait pour transmettre les efforts de façon correcte, en particulier donc le flex d'avant vers l'arrière, et pour avoir une bonne réactivité pour la prise de quart sur le côté, la prise de quart étant ce qui fait le contrôle du ski. Et comment on le pilote? C'est juste par la force d'appui? Ça sera comme une chaussure de ski actuelle, sauf que ça, avec un meilleur confort, puisque l'idée c'est que on sépare les fonctions. Mais ça veut dire que là, si je tourne, par exemple, je vais venir appuyer ma cheville sur cette partie d'exosquelette? Pas du tout, parce qu'en fait, le tibia est bien tenu au niveau de ce bandeau. Ouais. Et donc, par rapport à une chaussure actuelle où vous avez des efforts qui sont un peu répartis partout avec des points de compression à l'intérieur de la coque rigide, là, le pied est tenu fermement par un chausson interne qui est à la fois ferme et confortable. Et la transmission des efforts se fait principalement par ce bandeau ici. Et entre les deux, vous n'avez que du souple, du textile. Et donc quand vous dites ce bandeau, c'est-à-dire c'est le bandeau du haut ici. Exactement. C'est là que s'effectue la pression. C'est là que s'effectue la transmission d'efforts sur le tibia. Il va falloir réapprendre à skier si je chausse cette chaussure? Non. Alors, cette chaussure a été testée dès 2021. Là, on a fait 2 démonstrateurs. Donc là, on est sur le prototype numéro 2.
Dès les premiers tests, en fait, c'est tout naturel. La transition est complètement naturelle et c'est juste qu'il y a beaucoup plus de confort qu'avant. C'est du confort, c'est-à-dire que donc le pied est moins compressé, Oui. il n'y a pas de douleur physique à l'intérieur. Mais est-ce que ça allège aussi le mouvement? Alors la chaussure... c'est plus facile de skier quand même avec. L'exosquelette permet d'avoir une chaussure plus légère qu'une chaussure actuelle. L'idée, c'est d'avoir une chaussure qui sera assez légère pour faire du ski de randonnée et assez rigide pour faire le ski de piste, donc sur la même chaussure. Sur la même chaussure, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, si on raisonne confort, les situations d'inconfort, c'est pour chausser sa chaussure, et là, pour le coup, on est très ergonomique, il n'y a pas de problème. C'est quand on marche vers les remontées mécaniques, donc là, pour la marche, on débraye et on a le pied à peu près libre. Ensuite, c'est tout ce qui est compression et frottement. Et là, le mécanisme est fait de telle façon que les efforts sont répartis uniformément et qu'il n'y a pas de frottement. Et le confort thermique, qui est un problème aussi sur les chaussures de ski actuelles. On a soit trop chaud, soit trop froid. Ouais. Avec Zufo, on peut régler le confort thermique comme on a envie, puisque c'est complètement indépendant de la fonction mécanique. Quand vous dites on débraye, c'est-à-dire qu'on peut facilement retirer, c'est ça, on déscratche en fait l'exosquelette et on se retrouve avec une chaussure classique. Alors il y a un système de suspension à l'arrière et on peut débrayer cette suspension. D'accord. Et donc après ça bouge. Ok, et donc ça peut se faire sans avoir un tournevis, non? Parce que je vois des vis et tout ça. Alors là, vous allez me dire, c'est un prototype, C'est Delphine. un prototype. Alors, ceci étant, donc il va y avoir des améliorations esthétiques et encore mécaniques et ergonomiques pour les P3 et P4 qui sont à venir. Ceci étant, vous faites bien de parler des vis, puisque c'est une des caractéristiques importantes de Zufo, qui est une chaussure modulaire, donc qui se monte et se démonte sans outils spéciaux et sans colle. Donc ça fait une plus grande durabilité puisqu'on peut réparer, changer les pièces une par une. Ça fait une plus grande recyclabilité parce que chaque pièce est recyclable étant monomatériaux. Merveilleux. Et ça permet aussi de personnaliser sa chaussure. Si on a envie de changer la partie textile uniquement, on peut changer la partie textile. Si on a envie d'avoir une suspension plus adaptée à sa pratique, on peut changer de suspension, comme sur un VTT par exemple. Voilà, donc là, la chaussure est modulaire et cette modularité donc fait toute. Donc vous allez fournir des accessoires avec. Et on peut fournir des accessoires et cette modularité permet à beaucoup d'impacts vertueux tant pour l'expérience utilisateur que aussi pour l'environnement, l'impact environnemental, puisque donc la chaussure est plus durable et aussi elle fait à la fois ski de randonnée et ski de piste, donc moins de segmentation du marché. Au lieu d'avoir deux paires, une paire de chaussures de ski de randonnée et une paire de chaussures de ski de piste, on a une seule paire pour les deux pratiques. Ça pourra passer à la location ou bien sûr achat uniquement, parce que ça doit être un peu ajusté sur mesure? Alors, non, on peut faire de la location, on peut même imaginer de l'abonnement. Donc ça, c'est pas encore, Vous n'allez pas commercialiser en direct, a priori, si? Vous y songez? Okay. Donc pour l'instant, on a un objectif d'hiver prochain pour commercialiser. Il y aura des magasins ambassadeurs qui feront de la location pour pouvoir tester la chaussure. On pourra vendre en ligne directement. Et on réfléchit à des idées de location ou d'abonnement. D'accord. Ça change rien pour la fixation du ski? Ça, c'est la on n'est pas obligé d'adapter nos. Non, c'est la seule chose qu'on a gardée par rapport à la technologie actuelle. Là, vous voyez sur ce modèle, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en ski, donc ça, c'est là la semelle est adaptée à la fois pour les fixations de ski de piste et de ski de randonnée. D'accord. Donc ça bouscule pas toute la filière. En revanche, ça risque de bousculer un peu les modèles économiques. Les modèles économiques. Parce que si on loue ou vend 2 fois moins de chaussures, parce qu'elles s'adaptent plus facilement à nos différentes pratiques et qu'en plus elles durent longtemps, vous cassez un peu les prix du marché. Mais est-ce que ça va coûter plus cher, le même prix? Alors cette chaussure, pour l'instant, on imagine la vendre au même prix que les chaussures de ski de randonnée de bon niveau, c'est-à-dire 750 €. D'accord. Et pour répondre à ce que vous disiez juste avant sur effectivement le monde du ski évolue, le monde tout court évolue, il faut faire changer les choses et cette chaussure s'inscrit dans une diminution de l'impact de la pratique du ski et c'est pour ça qu'on a été oui, il y a lauréat. Beaucoup d'attentes sur ce sujet. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes effectivement lauréat de l'appel à projet
Perfetto, c'est ça? Oui, c'est ça. De l'ADEME pour la diminution de l'impact environnemental de produits. Vous avez aussi eu un prix à Las Vegas pour ce CES 2023 dans la catégorie développement durable et un prix hardware INPI qui récompense la stratégie de propriété industrielle. Pourquoi? Parce que le concept est breveté et donc l'INPI a sélectionné des entreprises qui font des brevets en France et donc c'est un des brevets les plus innovants, c'est ça? Ce que ça veut dire? Pour l'INPI, en tout cas. Pour l'INPI, il y a plusieurs brevets, il y a toute une stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ils ont souhaité mettre en exergue notre technologie et notre stratégie. 3 ans de R&D pour arriver à ce prototype numéro 2. Oui. Et donc, dans un an... Encore 2. Il y en aura encore 2. Et dans un an, vous visez la commercialisation. Merci beaucoup d'être venu nous présenter la chaussure de ski, non pas du futur, mais de l'année prochaine. Oui, tout à fait. La chaussure réinventée. La chaussure réinventée, hyper confortable, on l'espère. À tester, en tout cas, moi je suis partante pour tester l'année prochaine. Merci Hervé Fredouille de Zufo. À suivre dans Smart Tech, notre regard sur où va le web. Alors aujourd'hui, Eva va nous raconter cette histoire de démission annoncée par NFT. Annoncer sa démission avec un NFT, eh bien c'est possible. Un ancien responsable de Mastercard l'a fait. Sadvik Sethi, les NFT, ça le connaît. Il était en charge de la branche produits pour les jetons non fongibles. Sethi a donc minté sa lettre de démission sous la forme d'un NFT, c'est-à-dire qu'il l'a copié en utilisant une blockchain. Cela sert à prouver son droit de propriété. Ce NFT est également en édition ouverte sur Ethereum contre 0,023 ETH, soit $39. Vous pouvez donc minter un exemplaire de sa lettre de démission. L'ancien responsable a précisé que l'ensemble des recettes seront destinées à sa survie. Alors, des raisons financières l'auraient donc poussé à le faire? Eh bien, pas seulement. C'est une manière déjà pour lui d'évoquer sa passion pour le Web3 et de montrer son potentiel, son expérience acquise chez Mastercard, mais aussi et surtout parce que Sadvik Sethi a souhaité dénoncer publiquement ses conditions de travail chez Mastercard. Dans une publication Twitter, l'ancien responsable explique qu'il a été victime de harcèlement. Il aimerait donc que cette révélation fasse réfléchir la direction. Des dizaines d'exemplaires de sa lettre ont déjà été mintés depuis son annonce. Aujourd'hui, Sethi prépare sa réinstallation en Inde jusqu'à trouver un emploi approprié. Il ne peut malheureusement plus rester au Royaume-Uni car il a perdu son visa de travail après avoir quitté son emploi. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre très fidèlement sur la chaîne Bismart, également en podcast ou via les replays. À suivre, ce sera un best-of vendredi et puis une petite semaine de vacances. On se retrouve après. J'espère que vous passerez tous aussi un bon moment. Peut-être aussi avec la nouvelle chaussure. Pas tout de suite puisque c'est pour l'année prochaine, mais très bientôt. Merci à tous de nous suivre.